laissez-les dans le sol, de cette façon. Allez-y, allez-y, madame, prenez, on a de la place. Prenez vos aises. Ah non, il faut y aller franchement. Hein. Je suis sûr que vous avez encore quelques petites tensions. Cherchez bien, envoyez-les bien dans le sol. Avec le portable, c'est plus dur, Sahel. Voilà. Et puis peut-être un petit bond énergisant, ça vous va? Alors je le fais, et puis après vous prenez un peu vos écarts. Attention. Allez-y. Encore une fois? Ok, il n'y a pas suivi, c'est la deuxième fois. Ok, merci à tous. Vous pouvez vous asseoir, et puis on est parti jusqu'à 10h30 pour cette plénière consacrée au Return on Invest, le fameux. On est accompagné par Delise pour cette plénière qui est notre dessinateur qui va nous croquer gentiment, j'espère. Peut-être Elisabeth Coutureau, vous pouvez nous introduire? Ben oui, vous pouvez venir. Venez au... pour continuer sur le même rythme. Elisabeth Coutureau. Vous êtes coprésidente de Clé, l'Alternative Corporate. Et puis vous avez bien voulu entamer le sujet et nous donner les résultats d'une étude que vous avez menée dans le cadre d'une autre association qu'on connaît aussi, l'AACC, qui est l'association des agences conseils en communication. Voilà. Et pour cette délégation corporate, vous avez mené cette étude sur le Return on Invest, mais spécifiquement dans la communication corporate. Absolument. L'AACC n'a rien à voir avec les andouillettes, mais c'est l'association des agences conseils en communication et je suis présidente de la délégation corporate et c'est à ce titre effectivement que nous avons fait cette étude et par ailleurs effectivement je suis coprésidente d'une agence qui s'appelle CLE, qui est de l'alternative corporate et qui travaille beaucoup avec des entreprises de cette belle région. Donc en quelques mots, on a fait cette étude à la AACC parce que la communication corporate, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on va parler de marketing après. La communication corporate, c'est à la fois un sujet et à la fois des publics. C'est un sujet, c'est-à-dire c'est la communication de l'entreprise ou des institutions publiques. Et c'est un système de communication, puisque la communication corporate consiste à communiquer auprès de toutes les parties prenantes. Donc, par définition, communiquer auprès de l'interne, des entreprises clientes, des journalistes, des publics affaires, etc. Et donc, c'est quelque chose de très difficile à mesurer. Et nous sommes partis du principe que nous sommes dans une époque où le ROI est roi et que ce qui ne se mesure pas n'a pas de valeur. Ce qui est probablement à tort, mais ce qui ne se mesure pas n'a pas de valeur. Donc nous nous sommes dit que nous vivions à la fois en tant qu'agence et à la fois les annonceurs dans une difficulté qui consistait à faire valoir la valeur ajoutée de nos travaux communs. Et donc nous avons souhaité parler au directeur de la communication pour savoir quelles étaient leurs difficultés. Et la première chose que nous avons souhaité faire, c'est... Alors attendez, je regarde. Voilà. Alors, je vous présente les trois intervenants. Je vous présente Antoine Darras. Merci. Je vous présente le dessinateur. Je vous présente un petit oiseau qui s'appelle Twitter. Moi-même, plus jeune. Et voilà. Donc, nous avons souhaité en fait relier, communiquer avec nos partenaires, qui sont les directeurs de la communication. Et nous avons fait une étude auprès d'abord une étude qualitative pour faire un questionnaire juste, et ensuite quantitatif, évidemment, sur le web, et nous avons eu 120 réponses. Ce que nous avons souhaité faire, c'est commencer par le début, c'est-à-dire, avant de savoir ce qu'on mesure, il faut savoir, du coup, qu'est-ce qu'apporte la communication corporate. Donc, on a eu le questionnaire dit d'abord qu'apporte la communication corporate, et ensuite, du coup, comment on la mesure. Donc, je vous ai mis ici, pour ce matin, juste un petit résumé. Donc, d'abord, quels sont les enjeux de la communication corporate et comment sont-ils vécus par les directeurs de la communication? Et je vous ai mis une petite sélection avec celle-ci d'abord et avant tout. C'est que pour les directeurs de la communication corporate apporte avant tout
de la réputation et de la confiance dans l'entreprise. Ça, c'est absolument pas un scoop à 76% et à 72%. Par contre, ce qu'on a constaté qui est beaucoup plus un scoop, c'est que c'est aussi communiquer sur l'entreprise auprès de toutes les parties prenantes. C'est un vrai apport de performance et de business pour l'entreprise. Donc communiquer pour l'entreprise, c'est pas simplement une question d'image, de réputation, de choses immatériel, mais c'est aussi quelque chose de parfaitement matériel qui est l'apport au business et aux marques commerciales de l'entreprise. Donc ça, c'est une première chose qui nous a étonnés. Et d'ailleurs, quand on a demandé au directeur de la communication, mais quels sont les publics prioritaires de la communication corporate, on s'attendait plutôt à avoir les leaders d'opinion. Et en fait, on a eu ça, c'est-à-dire les clients, d'abord et avant tout, les clients de l'entreprise à 71%. Ensuite, les médias, tous les influenceurs, les médias, les journalistes, ce qu'on pensait trouver en premier, les salariés, puisque ce sont eux qui font l'entreprise, et puis par ailleurs les leaders d'opinion, notamment le B2B ou les publics affaires. Donc ça veut bien dire, ça confirme le fait que quand une entreprise communique, elle ne communique pas simplement pour quelque chose d'immatériel qui est son image ou sa réputation ou sa création de confiance, certes c'est important, mais qu'elle communique bien pour la performance. Du même coup, nous nous sommes posé la question de comment on mesure ça. Je vais aller tout de suite, pardon, je vais aller plus loin parce que j'ai promis que je faisais 10 minutes, donc je vais plus loin. Ça, c'est l'essentiel de la première partie du questionnaire. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de la HACC. Ce qui nous a du coup intéressé après, c'est de se dire, mais alors comment on mesure ça ? Pourquoi ? Pour éviter tout simplement ma femme souhaite qu'on passe dans tel ou tel journal, ou l'ami ou le cousin du président souhaite ceci ou souhaite cela. Chose qu'on vit absolument tous, c'est-à-dire agence comme annonceur. Une fois de plus, comme je préside cette association, je sais que le combat est commun. Il n'y a pas l'un et les autres, ou les uns contre les autres, le combat est commun. Donc pour éviter cela, on s'est dit, mais quels sont les outils de mesure qui sont judicieux ? Et là, à l'analyse des questionnaires, on s'aperçoit d'abord et avant tout que les directeurs de la communication se disent « Mon Dieu, en matière de communication corporate, il y a eu des progrès de fait en matière marketing, il y a eu des progrès de fait sur la mesure de la publicité, mais la mesure de l'apport de la communication corporate à l'ensemble des parties prenantes, on n'est pas très très loin. Et d'ailleurs, la majorité disent « C'est important, mais par contre, nous n'avons pas encore les moyens pour bien le faire. » Donc nous avons proposé un certain nombre de critères. Et qu'est-ce qui sort de ces critères ? 2 grands principes et 3 types d'indicateurs. Le premier principe, et je sais qu'Assaël va beaucoup revenir là-dessus, et il a 1000 fois raison, c'est que la première chose qu'il faut bien se mettre en tête, c'est qu'on doit mesurer les effets de la communication et non pas les faits de la communication. L'important n'est pas de savoir combien vous êtes aujourd'hui, l'important c'est de savoir ce que vous allez en dire. Voilà. La première chose à faire, c'est de se poser la question de qu'est-ce qu'on fabrique et non pas... le métier de communication n'est pas une finalité en soi, c'est ce que ça provoque. C'est ce que ça provoque comme réaction ou comme action qui est important. Donc, premier principe, nous devons absolument mesurer les effets de ce que l'on fait et non pas les faits. Donc, les directeurs de la communication le disent très largement, puisque entre eux, il est préférable de suivre les indicateurs de mémorisation de la communication ou il est préférable de mesurer les effets de la communication. Ils disent clairement à 84% que c'est les effets qui sont importants. Et du coup, s'ensuit toute une série de batteries. Donc là, je vous ai pris l'exemple. Pour les journalistes, la question n'est pas de savoir combien il y a de journalistes à une conférence de presse, mais combien vont écrire, ce qu'ils vont écrire et la qualité de ce qu'ils vont écrire. Ça paraît être une banalité, mais quelquefois on l'oublie, et trop souvent même, on l'oublie. Deuxième chose, et deuxième principe transversal à la mesure et au ROI, c'est se rappeler tout le temps que tout est relatif. Tout est relatif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout est relatif à une stratégie de communication. Moi, je suis toujours frappée de l'énergie que nous mettons et du temps que nous mettons à déterminer une stratégie de communication, de l'énergie et du talent que nous mettons à écrire un discours pour un président, à créer une campagne de pub, etc., et du peu d'énergie, et du peu de temps et du peu d'argent que nous mettons à mesurer. Parce qu'on ne se pose même pas la question. Donc j'ai vu toute ma vie des stratégies de communication qui étaient faites sur des publics très 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 pointus,
avec des campagnes qui étaient faites sur ces publics très, très, très pointus. Et puis, au moment de l'analyse du ROI, on se disait, on fait un test grand public, non? Bon. Typiquement, il faut toujours se rappeler que tout est relatif et que donc c'est relatif à la stratégie qu'à l'entreprise, mais c'est aussi tout à fait relatif par rapport à l'audience que vous avez, à l'endroit où vous êtes, etc. Donc être tout le temps relatif à votre secteur, par exemple. C'est beaucoup plus facile de ne pas faire écrire sur une crise, sur, je ne sais pas moi, sur des chaussures, que de ne pas faire écrire sur le nucléaire. Donc si vous ne tenez pas compte de ça, vous avez tort dans votre ROI. Donc dans le tout est relatif, ce qui nous a semblé intéressant, c'est que les directeurs de la communication ont mis systématiquement en premier, on avait proposé toute une batterie d'indicateurs, et ils ont mis tout le temps en premier les parts de voix. Donc, par exemple, pour les médias et les journalistes, ils ont noté, donc c'était évidemment une notation de 0 à 10, ils ont largement noté, par exemple, 8.3, la part de voix positive versus la part de voix négative par rapport à la part de voix neutre dans les médias. Et donc, on voit bien que l'idée de part de voix, qui est comme celle de la part de marché, a été érigée par les directeurs de la communication comme étant le bon critère d'évaluation. Typiquement, un critère d'évaluation relatif. Donc je ne prends que cet exemple, mais il y en a d'autres à côté que je n'arrive pas à lire de là où je suis. Ça, c'est pour les critères, les principes transversaux. Donc la loi de la relativité, et puis mesurer les effets et non les faits. Et puis en 2 minutes, 3 critères d'évaluation qui nous ont semblé intéressants, non pas nous, mais qui sont sortis de l'étude. Le premier, c'est de mesurer ce qu'on appelle l'advocacy. C'est-à-dire que la difficulté de la communication corporate, c'est que ça crée de l'image, mais qu'on ne sait pas bien quelle réaction ça provoque. Or, ça provoque, et ça doit provoquer une réaction, et on doit essayer de mesurer celle-ci. La réaction que ça doit provoquer, c'est celle de l'advocacy, c'est-à-dire de l'engagement. L'advocacy, ça consiste à devenir et de faire en sorte que chacune de vos parties prenantes devienne avocat de votre cause. Un journaliste qui écrit sur votre entreprise devient avocat de votre cause. Un parlementaire qui comprend ce qu'est votre système d'entreprise devient avocat de votre cause. Un client qui parle de vous et qui donne un avis positif est avocat de votre cause. Et donc, un des critères d'évaluation, c'est celui de l'advocacy, c'est-à-dire le fait de créer versus les publics auxquels vous parlez une capacité d'engagement à votre égard. Deuxième critère qui est intéressant et qui est qui est très exigeant, c'est celui de la considération. C'est-à-dire considérer que nous ne communiquons pas uniquement pour être considérés en tant qu'entreprise, mais créer une bonne réputation, mais être considéré, c'est-à-dire être appelé, sollicité. Quand vous m'avez demandé de venir ici, vous m'avez considéré. Et je vous considère en retour. Je ne vous ai pas demandé d'être là. Si une entreprise qui a un business model à faire valoir auprès de journalistes, si les journalistes l'appellent, elle est considérée. Elle ne va pas chercher à être appelée. Elle va faire en sorte d'avoir une telle aura qu'elle va être considérée. Pareil pour un parlementaire qui doit légiférer. S'il connaît bien votre système d'organisation et votre business model, il va légiférer en connaissance de cause. Pareil pour un client, etc. Donc, créer de la considération, créer de l'advocacy et enfin, évidemment, mesurer... Le niveau de considération, vous savez le mesurer? Vous avez des petites recettes pour ça? Alors, le niveau de considération, il y a quelques critères qu'on a mis dans l'étude qui sont ceux justement de la sollicitation spontanée. C'est-à-dire que plutôt que de se demander, par exemple, j'ai parlé de part de voix, je reprends en journaliste, part de voix en matière de relations presse, vous avez aussi la mesure de vers combien de congrès ou vers combien de conférences de presse ou combien de journalistes m'ont appelé spontanément, par exemple. Typiquement, mais ce n'est pas un critère d'étude, c'est un critère de fait, c'est-à-dire tout ce qui génère de la sollicitation spontanée, par exemple. Et enfin, le dernier critère sur lequel je ne veux pas que vous me posiez de questions, parce que c'est de loin le plus difficile, et donc celui sur lequel on voit qu'il y a un vrai travail à faire, c'est celui de mesure de l'influence sur le business, bien sûr. Puisque toute chose étant égale par ailleurs, l'entreprise et la communication corporate a un impact sur le business. Et dans l'étude, on voit évidemment que le critère de corrélation entre l'image de mon entreprise, l'advocacy,
que j'ai pu provoquer chez mes publics, la considération que j'ai pu provoquer chez mes publics a un impact sur le business, mais pour l'instant, le seul outil de mesure qu'on a, c'est une corrélation possible, c'est-à-dire de regarder les courbes d'évolution et de regarder une corrélation possible. Mais à l'évidence, sur ce domaine-là, il y a encore un travail énorme à faire. Donc voilà les 3 critères qui sont sortis de l'étude. Et sachez simplement, c'est l'objet de notre étude à l'ACC, c'est que c'est un tableau, je dirais, de nos objectifs, mais nous sommes du coup en train de travailler sur comment on fait pour bien mesurer ça et surtout, éviter les mauvaises mesures. Éviter les mauvaises mesures. Éviter de mesurer les faits, FAITS. Éviter de ne mesurer que quelque chose de totalement vague qui est l'image. Être beaucoup plus sur qu'est-ce que je cherche à faire. Et surtout relier la mesure de l'efficacité à votre stratégie et non pas à la stratégie de l'ensemble. Quand on se pose 2 minutes comme ça avec vous, on a l'impression que c'est évident, on doit le faire. Ça, c'est pas ce que vous constatez encore dans les pratiques des grandes agences, des annonceurs, le monde de la communication corporate n'est pas du tout rompu à ce type de raisonnement. C'est curieux quand même. Non, l'objectif, c'est pas de se dire que les agences comme les annonceurs ont besoin et envie de mesurer. La question, c'est d'éviter les erreurs de mesure. Et en fait, si on a fait cette étude, c'est parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que nous vivions communément des ayatollahs du style combien y a-t-il de journalistes à la conférence de presse, ou je veux un papier dans tel ou tel journal, alors que la question, c'est la part de voix de l'audience. Ou faites-moi, mais Asaël en parlera mieux que moi, faites-moi des fans. Ça veut dire quoi de faire des fans ? Si les fans ne sont pas engagés derrière vous et ne sont pas porteurs de votre propre message, ça veut dire quoi ? Ou en communication interne, je veux que mon journal soit édité à X 1000 exemplaires. Ça veut dire quoi ? Si derrière, ça ne provoque pas d'engagement de la part des salariés. Donc en fait, notre travail commun, c'est de faire en sorte que nous jugions notre travail, non pas sur ce que nous produisons, mais sur ce que produit ce que nous produisons. Voilà. Ok, merci beaucoup. On vous retrouve tout de suite après. Vous pouvez vous installer si vous voulez. Asaël Hadary, venez. Oui, vous pouvez vous installer là. Vous allez pouvoir mesurer la qualité de l'intervention d'Asaël Hadary. À quoi va-t-on le mesurer ? Non, vous êtes mesureur de toute façon. Moi, je suis mesureur. Vous êtes président du cabinet Occurrence et vous êtes spécialiste de la mesure du ROI et puis dans différents secteurs. C'est ce que je fais depuis 20 ans. Donc, pour se présenter rapidement, donc depuis 20 ans, je mesure. J'ai créé un cabinet d'études, donc qui n'est pas une agence. Et vous verrez, je reviendrai sur cette logique-là, agence, annonceur, mesureur. Donc, depuis 20 ans, je ne fais qu'une seule chose. Diagnostiquer, mesurer l'efficacité de la communication. Donc déjà, peut-être une première information, c'est un métier. Voilà, on peut vivre de ce métier. Et par ailleurs... Vous employez 20 personnes. Oui, crois, hein. On est 23 précisément, voilà, chez Occurrence. Par ailleurs, je suis vice-président d'une association qui s'appelle Communication Entreprise, 1700 membres, une association œcuménique, c'est-à-dire qu'il y a les agences, les annonceurs, les FRI, et même, et je le dis parce qu'il y en a certains dans la salle, on accueille les étudiants. On a une adhésion très peu chère pour les étudiants en disant venez les étudiants contribuer à la réflexion sur nos métiers. Donc voilà, c'est une association qui me tient à cœur, donc je la cite. Pour essayer d'expliciter, j'ai 5 grandes conclusions, fruits de mes 20 ans de pratique, de praticien de l'évaluation. Le premier point, et j'aurai un discours peut-être un peu militant, et aussi c'est la position du mesureur. La position du mesureur, c'est celui qui doute, qui ose douter des choses. C'est-à-dire, je suis payé pour douter de est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas, sans aucune arrière-pensée finalement business, en disant voilà, je peux avoir un regard très libre sur les sujets. Et le premier point que je vous invite à avoir, casser totalement le paradigme de la notion de mesure égale bulletin de notes. Quand je fais un diagnostic d'une action de communication, je ne note pas le DIRCOM, je ne note pas l'agence. Et on est totalement dans nos pays latins et notamment en France, complètement enfoncé dans ce culte de la performance, même cette injonction à la performance qui doit se traduire par des étoiles, des notes, des machins, etc. Ayez en tête plutôt la métaphore médicale. Quand on fait un diagnostic de la communication, c'est pour aller mieux.
Quand vous sortez du dentiste ou de chez votre médecin, vous ne sortez pas avec 14 sur 20, ou 12 sur 20, ou 18 sur 20. Vous sortez avec une ordonnance pour vous soigner. Vous pouvez avoir une bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas malade. Vous pouvez avoir une mauvaise nouvelle, c'est que vous êtes malade. Mais si vous êtes malade, vous avez a priori une ordonnance. Et c'est ça le paradigme de l'évaluation en communication. Donc, si ça n'avait pas été pris par Jean-Paul II, je vous aurais dit une belle phrase, c'est « n'ayez pas peur ». N'ayez pas peur de l'évaluation. Probablement l'évaluation aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2015, c'est le meilleur ami du communicant, en fait. Et je parle aux agences et aux annonceurs. C'est le premier point important pour moi. Le deuxième, et là je rebondis sur ce que disait Elisabeth, on doit démontrer les effets. Ça ne sert à rien de démontrer qu'on a fait. Ce n'est pas le staccanovisme. On n'est pas en train de dire j'ai fait 12 communiqués, je vais en faire 14 l'année prochaine. Sinon, je dis souvent au DIRCOM, donne-moi tes indicateurs, je te dirai quel communicant tu es. Si tu me donnes des indicateurs de moyens, d'outils, alors tu es une fonction com qui est une commodité. D'accord ? Tu te résumes à tes outils. Or, la fonction com est stratégique, elle crée de la valeur ajoutée. D'accord ? Et donc la question, c'est vraiment la démonstration des effets produits. D'accord ? La transformation. Qu'est-ce que la communication transforme dans l'organisation ou auprès de ses parties prenantes internes ou externes ? Cette notion de transformation. Et moi, pour être très clair, j'utilise ce verbe démontrer, prouver. Je ne suis pas dans une logique de croyance. Je ne crois pas en la communication. Vous voyez, la croyance, c'est fait pour le vendredi, le samedi ou le dimanche, selon son obédience ou pas. Il y a une jolie phrase qu'on doit à un économiste qui était un dénommé M. Deming, et qui dit, alors je vous le dis en français, il disait « Nous croyons en Dieu, tous les autres doivent venir avec des data. In God we trust, all others must bring data. » Et c'est un peu ça mon sujet. Je ne suis pas en train de dire « je crois, c'est mieux la com », etc. Non, je démontre que la com sert à quelque chose. Et donc, pour ça, il faut se pluguer sur les effets. D'accord ? Pas les moyens. Et c'est peut-être le problème aussi de cette fonction communication qui est née, si vous retrouvez les chartes des relations publiques, les PR à l'anglo-saxonne des années 70, vous verrez que malheureusement, on est né avec, je crois que c'est l'article 10 du Code de Lisbonne qui dit, en gros, on ne peut pas demander à la fonction com une obligation de résultat, mais simplement une obligation de moyens. On était très fiers à l'époque, enfin, j'étais à peine né, quand on a publié ça, et en fait, on creusait sa tombe. Parce qu'une fonction qui ne s'engage pas sur des résultats, c'est une fonction qui petit à petit est périphérisée, qui cultive sa différence au point justement d'être totalement, de disparaître. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va changer nos livrables ? Je reprends votre exemple des communiqués de presse. Oui. Si on en fait 14 plutôt que 12, on est payé au communiqué. Oui. Donc est-ce qu'il va y avoir demain des gens qui vont Totalement, s'engager ? Complètement. Et je plaide et je vois de plus en plus, et les acheteurs, il y a peut-être dans la salle, les acheteurs sont de plus en plus sensibles à des bonus. Alors je vois aussi malheureusement des malus, mais à des bonus aux résultats et pas aux effets. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors malheureusement j'ai aussi vu le mauvais côté, c'est-à-dire j'ai même vu une agence devoir rendre de l'argent pour non-atteinte d'objectifs, de résultats. Là c'est assez violent, hein. Mais pour moi que la performance soit un élément de négociation, je négocie au plus juste l'honoraire et en même temps j'ai une option, un bonus possible indexé sur du résultat et pas simplement j'ai déployé les moyens, je vous assure j'ai fait mon maximum, ça me semble aller dans le bon sens. Pas juste dans le bon sens économique, dans le bon sens de la reconnaissance de la fonction communication comme une fonction stratégique créatrice de valeur ajoutée. La fonction com, créatrice de valeur ajoutée pour l'organisation dans laquelle elle est. Et cette création de valeur, et je rêve d'un jour où la fonction com va venir se pluguer, son système même de paiement, de rétribution va venir se pluguer sur cette valeur ajoutée. Et ce jour-là, la fonction com va être très riche. Elle va être très très riche. Le jour où ce sera ça, elle va être très riche. Quand on indexera par exemple la rémunération des agents sur la valeur immatérielle des organisations, ce jour-là, et qu'on pourra le mesurer correctement, les agences de communication seront millionnaires, milliardaires. Oui, mais ça c'est... et c'est faisable sans aujourd'hui. tenir compte des autres leviers, le marketing. Donc là, mais Elisabeth nous a dit, tout est relatif. Donc, en fait, je veux vous dire comme que on est segmenté dans nos métiers. Je reviendrai là-dessus, mais avec grand plaisir pour vous donner des méthodologies, parce qu'aujourd'hui, pour moi, les solutions existent. En revanche, elles sont un peu coûteuses. Donc ça aussi, c'est la question qu'on verra après, c'est est-ce qu'on paye isoler les effets Pour isoler les effets. D'accord. Mais je reviendrai là-dessus, c'est un point important. Un point qui est lié, je parle d'effets, très bien, mais le deuxième injonction qui est derrière, c'est qu'il n'y a pas d'effet sans définition claire d'objectif. Et quand je dis définition claire d'objectif, pareil, je vois aujourd'hui
le rythme des organisations est tellement rapide que soit on oublie qu'on doit définir des objectifs, donc on fait parce qu'on l'a toujours fait, parce qu'on ne peut pas ne pas le faire, parce qu'on l'a fait comme ça l'année dernière, etc., etc. Donc soit parfois on n'a plus d'objectifs, soit, et c'est plus grave, c'est plus sournois, on pense qu'on a des objectifs alors en fait on a des ambitions. Je vous donne un truc très à la mode en ce moment parce qu'un très grand réseau international le met beaucoup dans ses recos et que donc je le retrouve dans les plans de com et moi le mesureur on me demande de mesurer. Très à la mode en ce moment l'objectif qui en fait n'est pas un objectif de réenchantement. Il faut réenchanter la marque, il faut réenchanter l'hypermarché, il faut réenchanter l'institution pénitentiaire, il faut réenchanter la région PACA, il faut réenchanter plein de trucs. Et avoir des fans, parce que c'est ça le réenchantement. Et donc, la question qui est posée quand vous voyez, imaginez-moi quand on vient me voir, au bout de 3 ans de réenchantement et d'investissement sur le réenchantement, et on vient me dire, il faut mesurer le ROI. Moi, je n'ai pas la balance de l'enchantement, hein. Je n'ai pas la balance, je n'ai pas le double décimètre, je n'ai pas le kilogramme du réenchantement. Donc, en fait, à la base, je vais me retrouver à ne pas pouvoir mesurer. Pourquoi ? Parce que les objectifs sont mal définis. D'accord ? C'est pareil pour l'engagement. L'engagement, c'est un joli mot, mais qu'est-ce qu'on appelle engagé ? D'accord ? Le mesureur a besoin d'objectifs, pas de vision, de cap, etc. On en a besoin pour travailler sur les plans de com, mais on doit ramener ça à quelque chose de beaucoup plus... Alors, donnez-nous un exemple, par exemple, engagé. Qu'est-ce que c'est ? Engagé, ça va être moi, je pose des questions quand on dit je veux des collaborateurs engagés. Je fais un travail, j'ai fait de la philo avant la com, je fais un travail de maïeutique en disant à mon client, je ne bougerai pas le stylo tant qu'on n'aura pas défini ensemble ce que tu appelles un collaborateur engagé. Un collaborateur engagé, ça fait quoi ? Ça pense quoi ? Ça dit quoi ? Ça se comporte comment ? Et là, pour vous aider, je ne vais pas faire trop de théorie, mais surtout prendre du temps pour ça. En gros, il y a 2 grandes familles d'effets dans nos métiers sur lesquels on peut se pluguer des indicateurs de performance. C'est ce qu'on va appeler les effets cognitifs. Les effets cognitifs, c'est les effets de mémorisation, de compréhension, d'adhésion, d'incitation. Ça se mesure. Ça, c'est des effets ici. D'accord ? Donc, un collaborateur engagé, ça peut être un collaborateur déjà qui connaît le projet d'entreprise, qui le comprend, qui y adhère, qui est incité à quelque chose. Et ensuite, la deuxième grande famille d'effets, c'est ce qu'on appelle les effets conatifs, c'est les effets de comportement et d'attitude. Un collaborateur engagé, ça fait quoi concrètement ? Ça va sur l'intranet, ça va sur le réseau social interne de l'entreprise pour faire quoi ? Est-ce que liker, et donc la question qui est souvent posée, c'est est-ce que liker, c'est s'engager ? Dans la vie, on connaît le boycott, on connaît la manif, on connaît la signature de pétition, puis là, on voit apparaître des nouveaux marqueurs, et donc, est-ce que liker, c'est s'engager ? Si un client me dit, ouais, moi c'est ça, je veux en fait un collaborateur engagé, c'est un collaborateur qui sur le réseau social interne like. Très bien, on va mesurer ça. Je peux lui dire, c'est peut-être un petit peu cheap, un petit peu limité, mais l'enjeu, c'est définir par rapport à sa stratégie les objectifs et des objectifs, les indicateurs par rapport aux effets que l'on veut. Et donc, l'engagement, par exemple, j'ai un client dans l'automobile, un collaborateur engagé, c'est déjà un collaborateur qui roule dans un véhicule de la marque, par exemple. Et donc, un indicateur qu'on a pris, c'est qu'on est allé compter sur le parking le ratio de collaborateurs qui roulent avec le véhicule de la marque. Et on a suivi cet indicateur. Pas le seul, mais c'est un indicateur conatif. Là, c'est un moment de vérité, quoi. Je roule dans mon véhicule, de ma marque ou pas ? Ça peut être des choses aussi simples que ça. Hein. C'est-à-dire que... Mais en tout cas, l'enjeu, c'est redéfinir correctement. Et là, je sais, là encore, on a tous vu ça dans tous les manuels, qu'il fallait avoir des objectifs, machin, etc., smart, mais faisons-le. Voilà. Il n'y a pas d'efficacité possible sans mesure, sans définition claire d'objectifs. D'accord ? Il y a cette jolie phrase qu'on doit à Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Ça devrait être gravé en lettres d'or sur les frontons des directions de la com. Définissons déjà là où on veut aller et on saura dire, on aura le GPS, on aura un sextant pour nous dire si on est sur le bon chemin. J'en ai un autre qui vient de la Gendarmerie nationale. Vas-y. Objectif flou, connerie précise. Pas mal. Ouais, c'est encore plus synthétique. C'est pas mal. Ça peut... Ça peut vous paraître surprenant parce que dans notre vie personnelle, les relations à 3 ne sont pas toujours souvent éthiques. On va dire ça comme ça. Mais dans l'évaluation, c'est probablement quelque chose que je mets très haut, comme une injonction forte aussi. C'est qu'on ne peut pas faire correctement de l'évaluation si on est juge et partie. D'accord ? Il y a des commissaires aux comptes pour venir certifier les comptes de résultats. Quand on fait des crash tests, ce n'est pas les constructeurs qui font leurs crash tests pour dire qu'ils ont des super voitures. Il faut un tiers de confiance. L'évaluation ne peut se penser correctement en communication que si on accepte que c'est un triangle, d'accord ? Une agence, un annonceur, un mesureur.
Et sur ce sujet-là, il y a de la maturité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus un pré ou un post-test publicitaire qui soit fait par les agences de pub, ça n'existe quasiment plus. En revanche, sur d'autres métiers, les relations presse, le digital, on a encore pas mal de mélange des genres. L'agence digitale va faire guichet unique et va faire la stratégie, le community management et l'ensemble de l'activation, et puis aussi les KPI. Pour moi, ça doit cesser dans les années qui viennent. C'est pas éthique. Voilà. Ça peut être le cabinet occurrence, mais ça peut être aussi des auditeurs internes, non? Ça n'existe pas dans les grands groupes, des auditeurs internes? En ISO 9001, par exemple, on peut avoir de l'auditeur interne, mais par exemple, c'est pas eux qui vous donnent la certification. Hein. Nous, on est ISO 9001 chez Occurrence, on a de l'audit interne. C'est-à-dire que c'est Stéphane qui va mesurer le pôle de Cécile, etc. Mais c'est pas lui qui donne la certification ISO 9001 à la fin. Hein. C'est-à-dire que c'est un audit interne, c'est préalable à un audit externe. Et je ne peux pas me dire ISO 9001 si je ne fais pas venir un auditeur externe qui vient me dire, oui, tu as respecté tes process, oui, tu es clean, etc. Donc, relation à 3. Qui dit relation à 3 dit des partenaires et donc dit coût de la mesure. Oui, et là, désolé si ce n'était pas la réponse que vous vouliez avoir. Oui, mesurer et évaluer coûte quelque chose. C'est un investissement, l'évaluation. Maintenant, je vous invite à méditer cette phrase. Combien coûte l'inefficacité qui s'ignore? C'est souvent ce que je réponds quand on me dit ça coûte cher de mesurer. Aujourd'hui, l'ensemble des associations professionnelles estiment qu'il faudrait investir 3 à 5, même Syntec RP dit 7% sur l'évaluation. La Commission européenne, par exemple, dans ses normes, indique qu'il faut investir 3% à l'évaluation de la communication dès qu'il y a une démarche de communication engagée. C'est dans un code précis. Moi, je pense que la norme s'établit plutôt à 5%, mais ça veut dire en effet qu'il faut avoir ce sujet-là de ça coûte quelque chose de mesurer, ça coûte quelque chose de faire un pré-test, un post-test, mais que ça vient contrebalancer cette notion d'inefficacité qui est cumulative en fait. D'accord ? Je participe à un salon, je ne mesure pas. L'année prochaine, je refais, puis je refais, puis je refais, puis un jour je mesure et je découvre que c'était inefficace. Et là, je commence à me retourner et j'ai un Himalaya d'inefficacité derrière moi. Et là, pour le coup, c'est plus compliqué d'aller voir son patron en disant en fait, il y a 10 années d'inefficacité qu'on n'a pas osé mesurer. Ce jour-là, c'est plus compliqué. Et puis, pour terminer, le plafond de verre absolu de notre sujet, là, pour prendre un peu de hauteur sur l'évaluation, c'est le rapport à l'erreur. Si on ne s'autorise pas dans nos organisations à l'erreur, c'est même pas la peine de commencer à parler d'évaluation. Qui dit évaluation dit acceptation du doute, du fait qu'on ne sait pas tout et qu'a priori, on n'est pas que dans des certitudes. Je ne sais pas aujourd'hui, et ça peut paraître surprenant en 2015, je ne sais pas si, dans l'absolu, c'est bon pour une marque d'aller sur les réseaux sociaux. Je n'en sais rien. Je sais comment auditer ça. Voilà. Je ne sais pas s'il faut arrêter le print ou pas arrêter le print. Mais je sais comment mesurer et avoir la réponse objective. Objectiver la situation. Et ça sous-entend accepter l'erreur. Et c'est probablement ce que les startups aujourd'hui nous enseignent, c'est cette dimension d'agilité. Je fais rapidement les choses, je les teste, et j'arrête, et je sais arrêter, voire même je glorifie l'erreur. Google glorifie l'erreur, 3M magnifie l'erreur, ils fêtent leurs erreurs. D'accord ? Et ça, c'est dans nos pays latins, et j'oserais même judéo-chrétien, on a un rapport à l'erreur qui est tout de suite la faute. Quand moi j'arrive avec des résultats d'études, je sens tout de suite les équipes le prendre pour eux, quoi. Je ne suis pas en train de tester un dispositif, je suis en train de tester l'individu. Donc la question, c'est accepter l'erreur, accepter l'apprentissage de l'erreur, d'accord ? Et d'ailleurs, c'est ce que les anglo-saxons appellent test and learn, alors qu'en français, on traduit par essai-erreur, ce qui est quand même d'une tristesse et d'une pauvreté absolue, quoi. Comme si la finalité de l'essai, c'était de se planter. Et on ne finit pas l'histoire. Essai, erreur, apprentissage et terrain de performance derrière. Capacité à être performant. Donc acceptons ça, acceptons cette méthodologie-là. Osons mesurer, n'ayons pas peur de la mesure. Mesurons correctement les effets. Et la fonction com va devenir beaucoup plus légitime, beaucoup plus reconnue. Donc on va pouvoir davantage, on va endiguer les baisses budgétaires, on va pouvoir retrouver un peu de marge de manœuvre en termes de recrutement, etc. Et la fonction com va davantage être valorisée. Merci. Merci.
On passe au ROI côté marketing avec Francis Salerno qui nous vient de l'IAE. Vous êtes directeur du Master Marketing à l'IAE. Et donc, comme on est trans-secteur marketing comme corporate, on vous a demandé d'intervenir spécifiquement sur le marketing. Mais le lien avec notre sujet, c'est que vous êtes aussi focalisé sur le ROI long terme, vous m'avez dit. Parfait, très bien. Bon, j'en profite, excusez-moi, j'en profite pour vous dire, vous pouvez déjà envoyer des questions via le live tweet qui est là. Et puis comme ça, nous, les intervenants et moi, on peut les prendre au fur et à mesure quand on aura les échanges avec la salle. Avec vous. Bien. Bon, alors c'est vrai que le discours d'une personne est toujours plus ou moins imprégné de ses expériences passées. Moi, j'ai soutenu un doctorat en 83 sur l'élimination des produits non performants. Alors Dieu sait si les mesures des marges et de ROI étaient à l'époque aussi mais dans une orientation produit, pas dans une orientation client, ni stakeholders, en fait. Voilà. Deuxième élément important, je crois que c'est quand j'ai pris la direction du magistère de marketing direct et de vente à distance, dans les années, on va dire 90, début des années 90. Et donc là, effectivement, je ne connaissais pas trop la VAD et le MD, qui fait aussi de la communication corporate, mais là, effectivement, on a une bonne expérience de ce qu'est le retour sur investissement marketing à court terme, pas forcément à long terme. Et puis, j'ai lancé la revue Décision Marketing en 1993, la deuxième revue de l'Association française du marketing, dont le but est de finalement vulgariser, de faire passer les messages correspondant à des recherches qui ont été faites par les académiques, etc., mais finalement qui sont parfois écrits, ces résultats de recherche dans un hermétisme dont je passe les caractéristiques. Et à l'époque, l'association avait dit, mais finalement, il faudrait diffuser un peu. Donc j'ai créé cette revue, j'étais le premier rédacteur en chef. Voilà. Et puis, dernière évolution, si vous voulez, je suis parti des éléments comptables. Là, on a un article qui sort dans la revue Recherche et application marketing, numéro spécial qui va sortir, consacré au marketing social. Donc, vous voyez, c'est un peu aussi une évolution. La thématique, c'est comment, finalement, modifier les comportements des consommateurs qui sont problématiques. Et donc là, on est aussi sur du marketing. L'objectif étant de modifier des comportements. On n'est pas forcément sur du marketing marchand, mais le marketing social est aussi une nouvelle évolution. Donc voilà. Alors, j'ai intitulé cela ROMI parce qu'effectivement, en marketing, on parle souvent plutôt que de ROI, de Return on Marketing Investment. Et finalement, je vais plutôt insister sur un certain nombre de réalités en insistant sur les déterminants, si vous voulez, de la nécessité d'une mesure. On a parlé des effets. Finalement, on cherche tous à mesurer les effets cognitifs, émotionnels et comportementaux, et conatifs aujourd'hui. Le problème étant de faire le lien entre tout cela. C'est-à-dire quelle est l'influence notamment des effets cognitifs et des effets émotionnels sur le comportemental. Parce qu'en final, si vous voulez, en marketing marchand, il y a la transaction, et en marketing social, il y a le changement de comportement. On arrête de fumer ou on n'arrête pas. On conduit moins vite ou on conduit toujours à la même allure. Donc, in fine, si vous voulez, on a le comportement. Et le comportement, pendant longtemps, on n'a pas pu le mesurer. Aujourd'hui, on commence à pouvoir le mesurer. Et donc, on commence à pouvoir faire les liens entre, je dirais, un certain nombre d'éléments qui sont plutôt du domaine de la psychosociologie et du domaine du conatif, c'est-à-dire des actions. Alors, c'est vrai, c'est un peu banal que de dire aujourd'hui qu'au niveau corporate, on se soucie de plus en plus de la productivité des dépenses marketing. Bon, ça a été dit, on ne va pas insister. Je pense qu'il y a un deuxième critère d'insatisfaction, ça a été souligné par les précédents conférenciers, c'est que les mesures traditionnelles ou, je dirais, un peu rapides, ne sont pas toujours très satisfaisantes. Donc on doit évoluer vers une amélioration de la mesure, une amélioration des causalités. On parlait d'expérimentation, de choses de cette nature. C'est vraiment la tendance. Et puis le dernier élément, c'est la disponibilité aujourd'hui des datas. On a un peu partout des datas et on a surtout, alors là c'est sur le digital bien sûr, des systèmes de tracking, c'est-à-dire des systèmes qui permettent de suivre les réponses et les répondants. Et in fine, si vous voulez, on peut développer des modèles. Et on parle de plus en plus aujourd'hui, mais vous allez voir, ça va arriver, ce n'est pas encore très diffusé en France, de marketing à la performance. C'est-à-dire d'une rémunération des médias, non pas à l'espace utilisé, mais d'une rémunération des médias en fonction des réponses et des réalités.
et des comportements réels. D'accord ? L'affiliation n'est qu'un exemple. Le marketing d'affiliation sur Internet, ça n'est qu'un exemple. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, finalement, c'est pour ça que je ne suis pas trop gêné d'intervenir aujourd'hui à la fois dans le corporate, dans le marketing, etc. On a, si vous voulez, une fusion de tout ce qui est, on va dire, paid media, c'est-à-dire les médias achetés, les médias non achetés comme la presse, et les affiliés, par exemple, en marketing digital, qui sont entre les deux et qui communiquent plus ou moins discrètement auprès d'une communauté, moyennant néanmoins une rémunération sur la base des clics ou sur la base des produits achetés par les visiteurs du site, plus ou moins discrètement. Donc là, on est dans un domaine qui commence aussi à faire parler, c'est le stealth marketing, c'est-à-dire le marketing furtif, le marketing discret. Donc tous ces éléments-là, si vous voulez, aujourd'hui, sont finalement convergents, sachant que, voilà, les entreprises cherchent à mesurer en marketing marchand le cash flow, in fine, c'est quand même la variable la plus importante pour un dirigeant, et en marketing social, les changements de comportement que j'évoquais tout à l'heure. Alors le problème, c'est qu'effectivement, nous avons des actions marketing, des résultats intermédiaires, et je pense que c'est surtout au niveau des résultats intermédiaires qu'on a une évolution. On a parlé de la notoriété, on a parlé de l'image, on a parlé des préférences, tout ça c'est important, je ne nie pas, mais aujourd'hui, un cash flow, si vous voulez, on sait qu'il est avant tout déterminé par trois éléments, 3 KPI, si vous voulez. C'est le taux de nouveaux clients, le taux de clients qui restent et le taux de développement des clients. C'est ce qui permet, si vous voulez, de mesurer ce qu'on appelle l'actif client et son évolution. Tout le reste, alors vous pouvez le mesurer pour un produit, vous pouvez le mesurer pour une enseigne, vous pouvez le mesurer pour tout ce que vous voulez. Chacun de ces individus, nouveaux clients, clients existants, clients ne partant pas, de toute façon, réalisent des transactions plus ou moins fortes, et ce sont ces transactions qui déterminent, lorsque vous avez retiré les coûts, les cash flows. Et ça, on peut le mesurer, on le mesure en vente à distance, mais maintenant on peut le mesurer un peu partout. Alors on a effectivement, par rapport à cette notion de return on investment marketing, bon, il y a des études qui ont été faites, on s'aperçoit que finalement, on ne fait pas grand-chose encore. On ne fait pas grand-chose parce que c'est difficile à mesurer, on l'évoquait tout à l'heure, parce que ça coûte cher. On ne sait pas trop bien si on doit le faire en interne ou si on doit l'externaliser. Moi, je conseille souvent de l'externaliser, sincèrement, parce qu'effectivement, il y a tout un apprentissage et c'est assez complexe, sauf quand on est une grosse société, qu'on a les moyens d'avoir un service. Voilà, donc finalement, il y en a pas mal qui éprouvent des difficultés, il y en a qui ne font pas. C'est la même chose tout à l'heure, on parlait des likes et des passes longues, en fait, de faire suivre sur Internet. Si vous mesurez que les likes, si vous mesurez que les passes longues, si vous voulez, la distance vers le chiffre d'affaires, elle est quand même lointaine, elle est assez longue, donc il faut peut-être aller un peu plus loin. Bon. Alors voilà les résultats, ce qui a été, c'est un truc qui a été fait, enfin c'est un schéma, si vous voulez, qui vous montre, je n'ai pas traduit, mais les difficultés rencontrées selon les médias utilisés, les canaux, pour mesurer le return on investment. C'est évident que c'est plus difficile en radio, sauf si on fait effectivement des numéros verts, des choses comme ça, mais là ils n'en tiennent pas compte, qu'en marketing digital, en marketing direct, tout en bas. C'est évident qu'on mesure plus facilement quand on a les datas. Je passe sur cela parce que bon, vous voyez qu'il y a quand même une assez grande variance entre le haut du tableau, difficulté, et le bas, facilité. Mais c'est important de raisonner média par média, sachant que ce sera l'une de mes conclusions. Aujourd'hui, on est sur la question de l'attribution. C'est-à-dire, finalement, on n'a pas un média à la fois, on a plusieurs médias et il s'agit de savoir globalement à qui attribuer la performance. Ça, c'est assez compliqué. Alors, le remis en marketing, si vous voulez, bon, je ne veux pas être trop didactique non plus, mais je pense qu'il faut vraiment distinguer 3 choses. Un, j'en parlais tout à l'heure, c'est le court terme. C'est-à-dire que là, effectivement, on a des indicateurs qu'on connaît bien et qui sont des indicateurs de mesure du cash flow, in fine, qui sont liés aux ventes, au taux de conversion, etc. Par contre, ce qui est important, l'option réelle, j'y reviendrai après, mais c'est plus de la stratégie forte, c'est le long terme. C'est l'effet de persistance, ce qu'on appelle l'effet de persistance. Et là, il y a effectivement 3 choses. Ces 3 choses, elles sont complètement enchaînées. Il ne faut pas distinguer le marketing produit, le marketing client, le marketing relationnel. Ça n'a pas de sens. Les 3 choses, c'est le capital marque, le capital relationnel avec les différents publics et le capital client au sens somme des lifetime value, c'est-à-dire de la valeur économique du client ou des segments de clients
tout au long de la durée de vie avec l'entreprise. Quand vous faites cela, vous obtenez ce qu'on appelle Customer Equity, c'est-à-dire la valeur de votre portefeuille, de votre fonds de commerce, en fait. Le Customer Equity, le capital client, c'est la même chose que la valeur d'un fonds de commerce. C'est-à-dire, qu'est-ce que va vous apporter à terme, à moyen terme, à plus ou moins long terme, votre base de données client, votre capital client, en fonction des entrées, des sorties et des... Bon. Alors, on peut simuler et on peut le calculer quand on a des datas. Et puis, le dernier élément, là, c'est plus de la stratégie marketing. Les financiers connaissent bien ça, ce sont les options réelles, en fait. C'est simplement considérer que les actifs, par exemple la marque, qui est un actif incorporel, en fait, est susceptible quand même de créer des options réelles, c'est-à-dire des actifs tangibles, par exemple une extension de marque. Quand on est dans un domaine, on a une marque très forte, on va aller peut-être dans une autre catégorie de produits qui est moins évidente, mais cela est à prendre en compte, si vous voulez, en termes d'évaluation du retour sur investissement marketing. Je passe parce qu'on pourrait en parler très longtemps, mais ces trois éléments-là sont fondamentaux. Alors, par rapport à ça, si vous voulez, comment va évoluer la culture marketing? Alors, je vais passer très vite, mais je dirais simplement, on passe du non financier au financier, on passe du rétroviseur à la prospective, on passe du court terme au long terme, sachant que c'est là le plus difficile parce qu'il y a une pression court terme de la part des dirigeants corporate. Donc, ce n'est pas évident de raisonner long terme en marketing alors que la direction générale raisonne court terme, les actionnaires aussi. Mais bon, attention à ce qui va se passer à moyen terme et à long terme. C'est le passage des macro-data, vous connaissez tous, des données très générales, aux micro-data, des données plus micro-segments ou individuelles éventuellement. C'est le passage des mesures isolées à des chaînes causales, on en parlait tout à l'heure. Combien de fois a-t-on mesuré le taux de satisfaction, mais sans le relier au taux de fidélité? Je dirais, on a intérêt à le regarder parce que ce n'est pas toujours quand on est satisfait qu'on est fidèle. Il y a d'autres paramètres qui interviennent, notamment l'attractivité de la concurrence qu'on ne prend pas toujours en compte, etc. Donc dans les modèles causaux, il faut aller plus loin, on a les données aujourd'hui. C'est le passage de l'absolu au relatif, c'est-à-dire de ce qui se passe chez nous par rapport à ce qui se passe chez les concurrents. Quand on raisonne en base de données seulement, on a un petit problème, c'est qu'on n'a pas les données de panel. Donc il faut tenir compte des données de panel aussi, et tout le monde ne peut pas le faire parce que ça coûte assez cher, etc. Donc il n'y a pas que les données de notre clientèle. Et puis enfin, le passage du subjectif, on en parlait tout à l'heure, à l'objectif. Donc quand je regarde, si vous voulez, ces 7 dimensions-là, et que je les croise avec très rapidement les grands éléments qui déterminent le return on investment, en fait, c'est-à-dire le capital marque. Alors, première colonne, c'est le capital marque pour les financiers, c'est-à-dire combien vaut une marque. Ça ne m'intéresse pas trop aujourd'hui. La deuxième, elle est beaucoup plus marketing, c'est l'approche psychosociologique d'un capital marque, c'est-à-dire finalement toutes les associations positives et négatives qu'ont à l'esprit les consommateurs quand on leur dit, n'importe quelle marque, Dior, etc. Qu'est-ce qui ressort, si vous voulez? Et le capital relationnel, alors là, c'est pas seulement avec les consommateurs, c'est avec tous les stakeholders, donc tous les publics. Donc là, on rejoint le corporate en partie. Et le capital client, alors là, c'est pour tout le monde, si vous voulez. C'est quand même la valeur actualisée, j'insiste, des cash flows générés par les actions marketing et par les offres. Voilà. Ça, c'est vraiment fondamental. Et on peut le mesurer de plus en plus. Donc l'approche Customer Equity, c'est-à-dire capital client, c'est un modèle relationnel qui travaille sur les retours financiers liés aux relations des clients avec l'entreprise. Alors là, je vais aller assez vite parce que la suite là, concerne, si vous voulez, la valeur totale, parce que j'ai parlé de Customer Equity qui est la valeur des clients pour l'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir à la décomposition de ce qu'on appelle la valeur totale de ce qu'apporte l'entreprise aux clients, c'est-à-dire la perception, la cognition, les émotions liées à ce qui se passe à l'intérieur du client. Et donc là, il faut distinguer, et là on est directement, si vous voulez, c'est pas moi qui suis à l'origine de ça, j'ai mis une référence là en bas, c'est un Américain qui nous a, dans un article très, très intéressant, qui a dit, mais voilà, vous êtes en com, vous êtes en marketing, distinguez bien ce qu'on appelle la valeur d'interaction, c'est-à-dire tout ce qui touche aux interactions que vous avez avec les clients, auxquelles les clients vont accorder une certaine valeur, on va y revenir, de la valeur non interactionnelle. Par exemple, le fait qu'une marque soit très symbolique, qu'elle apporte de l'identité au client, qu'elle l'aide à construire sa propre identité si c'est un jeune, etc. Là, je suis vraiment en psychosociaux. C'est non interactionnel, si vous voulez. Donc, intéressant de constater que pour un client, il y a ces deux éléments. Et alors,
Intégrant ces éléments-là, si vous voulez, on peut, en orange, là, vous voyez les valeurs des interactions clients, le capital marque, qui est fonction de ces interactions-là, la qualité de la relation client, on en a un peu parlé, hein, satisfaction globale, confiance, on en a parlé, engagement du client, identification du client à la marque, identité sociale de clientèle, c'est-à-dire en quoi moi qui roule en Twingo, je considère que tous ceux qui roulent en Twingo font partie finalement d'un groupe auquel je m'identifie. Hein. J'ai pris la Twingo volontairement, c'est plus facile avec une Porsche évidemment. Hein. Bon. Mais fondamentalement, identification sociale de clientèle, ça ce sont des éléments, si vous voulez, qui fondent la relation client à la marque et qui fondent sa fidélité. Alors, en tout en bas, vous avez bien sûr la valeur d'échange, c'est-à-dire what I give, what I get, hein, combien je paye, combien je donne, combien ça me coûte, combien, voilà. Et puis, vous avez l'usage, en fait, c'est, voilà. Grosso modo, tout cela entraîne des revenus, du chiffre d'affaires. Ça peut entraîner une baisse des coûts, ça peut entraîner une baisse des risques pour l'entreprise. C'est évident que quand vous avez des clients qui sont très attachés, le risque d'action marketing sur ces clients-là est plus faible. Si vous voulez, vous risquez de moins perdre en investissant sur ces clients-là que sur d'autres. D'accord ? C'est assez logique. Et tout cela, si vous voulez, a une conséquence, bien entendu en tenant compte de l'ensemble des éléments et des chaînages, sur le capital client qui lui-même détermine la valeur d'une entreprise. Qui détermine la valeur d'une entreprise et qui donc détermine la valeur pour les actionnaires aussi. On peut aller plus loin. J'aurais pu remplacer en marketing non marchand Customer Equity par Welfare, c'est-à-dire le bien-être apporté par des campagnes de marketing social. Vous voyez, je ne suis pas forcément focalisé sur les aspects retombées financières. Hein, en marketing social, on n'est pas sur les mêmes critères. Mais le chaînage est identique. Donc le bêta, non pas de Morgenstern en publicité, mais le bêta client, c'est un peu la valeur des interactions sur la valeur pour le client. Finalement, qu'est-ce qu'apportent toutes vos communications, tous les moyens de contact avec le client par rapport à la valeur totale qu'il ressent? Alors, on peut, si vous voulez, aller plus loin, je vais passer très vite, mais pour répondre à ces questions-là, on a intérêt à croiser, je dirais, des éléments de segmentation classique, c'est-à-dire l'hétérogénéité des clients par rapport à une dimension, par exemple, ce qu'attend un client par rapport à une réclamation, un service de réclamation. Est-ce que tout le monde attend la même chose? C'est-à-dire, est-ce que la variance sigma 2, là, pour être quanti, est la même ou pas? Et puis, finalement, est-ce que l'intensité des attentes en matière de réclamation est forte ou faible? On peut segmenter et on ne le fait pas suffisamment, mais il faut le faire aujourd'hui, non seulement en raisonnant comme ceci, mais en croisant ces attentes avec la valeur des clients. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait ici avec un exemple qui est plutôt du domaine des télécoms et d'un opérateur téléphonique. En fait, on a projeté en couleur là, des segments marketing du type techno-autonome, techno-passionné, etc. Bon, ça, c'est typique du marketing. Mais on fait la projection de ces éléments-là sur un système d'axes où on a la propension à quitter, la propension de churn et la valeur du client. Donc si vous réussissez aujourd'hui à combiner les segmentations marketing plutôt orientées besoins et les segmentations économiques plutôt orientées propension à l'infidélité ou à la fidélité et valeur absolue, hein, gros client, petit client, moyen client, vous commencez, si vous voulez, là, à faire vraiment un marketing où on contrôle les choses. Sur le ROMI, je dirais, et pour pratiquement avancer vers la conclusion, oui, on y est. Sur le ROMI, je disais, bon, effectivement, on peut le calculer par produit, par canot, par client. Bon, ça peut être fait. En digital, la grosse question aujourd'hui, c'est la question de l'attribution. Je reviens à ce que je disais au départ. L'attribution, notamment quand on est dans une optique de prospection, c'est-à-dire comment, parmi tous les médias utilisés, alors le search, l'affiliation, tout ce qu'on veut, comment attribuer la performance in fine. Alors, est-ce que c'est le dernier cookie, etc. Cookies, etc. On ne peut pas uniquement... Voilà. Donc les rapports, les ratios coût d'acquisition sur Customer Lifetime Value sont bien sûr de plus en plus étudiés. On parlait tout à l'heure de la referral value, c'est-à-dire la valeur de recommandation d'un client. Aujourd'hui, un client, ce n'est pas seulement ce qu'il vous apporte, c'est aussi ce qu'il peut vous apporter par sa recommandation de l'entreprise à d'autres. Et ça, on peut commencer à le chiffrer grâce au digital. La valeur d'engagement d'un client, on y arrive aussi.
Customer commitment ou engagement, il faut mieux dire engagement parce que ce n'est pas la même chose que commitment. Ben, c'est pareil, si vous voulez. Aujourd'hui, un client qui va commencer à vous aider à co-designer éventuellement, même si ce n'est pas très bon aujourd'hui, etc., si on peut aller plus loin. Voilà. Et donc, marketing à la performance, hein, ça je l'évoquais tout à l'heure. Alors, faire ou faire faire, on l'évoquait. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, en matière de ROMI, sauf si on a les moyens, on a les moyens en interne, qu'on a une grosse structure, il vaut mieux faire faire. Il vaut mieux faire faire parce que sans ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez investir, comme on l'a fait dans les systèmes de CRM, par exemple, à un moment. C'est pas très cher au départ, parfois c'est cher, c'est pas très cher, mais finalement, après, il va falloir utiliser les machines. Et utiliser les machines, il faut apprendre aux gens, et tout cela, c'est... donc voilà, donc attention à ça. Puis alors, ROMI et Académie, bon, bah, ça, c'est vraiment... pour revenir à ma fonction, bon, sachant que je ne suis pas qu'universitaire, hein, j'étais conseil en marketing aussi, je le suis depuis 1996, donc voilà. Mais fondamentalement, ROMI et Académie. Alors, moi, je dirais, à la fois positif, négatif. Et moi, ce dont je me méfie, ce sont les présentations académiques, les recherches, etc., qui vont faire une étude de ROMI sur 10 ans. Vous voyez, c'est de l'économétrie. Enfin, je ne dis pas que tous les économètres font ça. Mais on va faire une étude sur 10 ans, puis on va en conclure. Mais à quoi ça sert, quoi, finalement? On ne va faire que démontrer ce qui a déjà été... Voilà. Donc ça, c'est un peu... Voilà. Ensuite, trouver un équilibre entre marketing management, psychologie, sociologie et computer science. Ça n'apparaît pas sur la diapo. Ce n'est pas évident du tout, mais sachez que vous qui êtes en marketing en com, si vous ne faites pas le pas vers le quanti, vers le financier, vers les modèles assez complexes, ceux qui sont en computer science le feront. Et ils sont déjà bien orientés là-dessus. Alors je ne dis pas qu'ils sont meilleurs que nous, c'est pas ça, mais ils ont plus facilement tendance. Voilà. Et je terminerai par... voilà, ça c'est un article qui était sorti déjà, vous voyez, il y a 9 ans dans la revue Décision Marketing que j'avais créée. C'est Dwight Merinka, mon collègue d'Aix-Marseille, qui disait, je ne veux pas vous lire, hein, mais fondamentalement, si vous voulez, attention à la focalisation sur l'immédiat. L'important, c'est de construire le long terme, c'est de construire la supériorité de l'offre, c'est de construire la préférence des consommateurs. Il y a des choses basiques, hein. C'est de construire la fidélité à la marque, le capital marque et le capital client. Je terminerai par ça, le capital client, Customer Equity. Voilà. Merci. Je vous en prie. Venez avec nous. Un bien petit roi pour tout le marketing que j'ai fait. Le pauvre. Alors, si vous voulez bien nous envoyer des questions, c'est possible sur le hashtag Commoner Day, je le rappelle. Et moi, j'en ai, en vous entendant tout de suite quelques-unes, isoler les effets. Donc, vous en avez parlé tous les trois. Est-ce que vous nous avez promis un peu de recettes pour isoler les effets, Assaël? Est-ce que vous pouvez nous dévoiler un petit peu plus? En fait, pour isoler les effets, on doit décortiquer, on répète ça, ouais, c'est l'influence des différents leviers. Oui, et ben pour ça, en fait, on a une technique qui s'appelle single source, c'est-à-dire qu'on doit faire des échantillons multiples. C'est sophistiqué, c'est la Rolls-Royce des études. C'est-à-dire qu'on va isoler cette fameuse phrase « toute chose égale par ailleurs », on va isoler l'exposition d'un public à une source singulière. Alors, on n'a pas la capacité de sevrer une source, on ne va pas s'interdire de communiquer dans telle région pour juste avoir un élément, une maison témoin vierge, on va dire ça comme ça. Mais en fait, pour mesurer correctement l'efficacité de la communication, soit on travaille sur exposé, non exposé, et on peut multiplier la notion d'exposition en isolant chacune des sources. On peut faire de l'avant-après. C'est aussi une manière aussi de démontrer, je mesure avant l'exposition, après l'exposition. Si, là encore, toute chose égale par ailleurs, le delta de performance va être lié à l'exposition, à un message, à une source, etc. Alors le avant-après, j'ai compris, mais la première technique, c'est par quoi? exemple, si je suis un sponsor du Tour de France et que je veux vraiment mesurer spécifiquement mon impact de Tour de France, je vais prendre des gens exposés au Tour de France, qui se déclarent exposés au Tour de France, un peu, beaucoup, passionnément à la folie. Et donc, si les gens qui ne sont pas exposés au Tour de France ont le même résultat que les gens très exposés, il faut que je me questionne sur mon investissement Tour de France. Toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut bien que les échantillons que je travaille soient par ailleurs, dans les critères sociodémographiques, etc., soient similaires. Le seul élément différenciant va être ce que je veux mesurer, l'isolement. Je vais isoler ce que je veux mesurer. C'est des démarches plus sophistiquées parce qu'on a des échantillons plus compliqués à construire, souvent plus vastes, plus robustes, mais c'est exactement comme ça que l'industrie pharmaceutique fait sa réflexion en sciences dures. C'est-à-dire je prends
une molécule neutre, je donne du sucre à des gens, je donne une molécule, s'il n'y a pas de delta, c'est que je retourne sur la paillasse faire 15 ans de recherche, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que la communication, et d'ailleurs il y a plein de labos de recherche Infocom en France, la communication peut être une science qui tend vers la science dure. Si on veut s'en donner les moyens, c'est possible d'aller démontrer des choses avec des datas. Il n'y a pas de complexe à avoir par rapport à d'autres fonctions ingénieurs. C'est tout à fait ce que vous dites aussi. Vous pouvez prendre un micro si vous voulez. C'est-à-dire que vous croyez à cette analyse puissante avec... Est-ce que l'art ou la science ou la technique... Je pense que les plans d'expérience, on évoque les plans d'expérience là, les plans d'expérience sont effectivement l'un des bons moyens pour démontrer les choses. Donc les méthodes avant-après, avec groupe de contrôle, sans trop de groupe de contrôle, etc. Tout ça, c'est fondamental. Moi, j'y ajouterais les bases de données clients quand même. Parce qu'on a aujourd'hui la possibilité, pas seulement en VAD, dans d'autres domaines, d'avoir des comportements et des datas, alors big ou small, peu importe, mais fondamentalement, on peut démontrer les choses. Après, j'ai peut-être une question un peu ingénue. Vous allez me dire, je vois que vous avez fait cette étude en 2015. Moi, depuis que j'ai créé mon entreprise, j'entends parler du ROI, c'est-à-dire il y a 12 ans. Comment se fait-il, si c'est puissant pour les agences, si c'est possible maintenant et que peut-être c'est un coût, pourquoi on n'est pas, on est encore à un tel niveau de curseur aussi faible sur la mesure du ROI dans nos secteurs? Parce que jusqu'à présent, quand on parle de ROI, on parle comme monsieur de ROI marketing et de ROI client. Et que précisément, quand on est en communication corporate, on ne parle pas qu'aux clients. Et donc, on ne peut pas synthétiser le ROI de la communication d'une entreprise ou d'une institution publique, d'un ministère, etc., à du client. Et que, justement, on s'est retrouvé en communication corporate à cette question-là, il y a eu beaucoup de recherches sur le client, il y a eu beaucoup de recherches. Moi, j'ai un long parcours de publicitaire, donc je sais effectivement ce que c'est que d'isoler des variables et de voir ce que ça fait sur le client. Mais je ne pense pas qu'on puisse résumer l'impact d'une entreprise à ses clients. C'est-à-dire que la performance d'une entreprise, elle se mesure aussi, par exemple, sur ses marchés financiers. Les marchés financiers, certes, le capital client a une influence sur la stratégie de l'entreprise et donc sur le résultat en bourse, mais ça n'est pas son premier passage. Donc la question de l'impact de la communication d'une entreprise sur ces différentes parties prenantes, est-ce qu'un salarié et est-ce que l'impact de la communication sur le salarié se résume à un ROI client? Non. Et donc la difficulté que nous avons quand on parle de ROI en communication corporate, la communication corporate s'adressant aux salariés, aux journalistes, aux parlementaires, aux marchés financiers, etc., est complexe. Et c'est pour ça qu'on a fait cette étude, parce qu'effectivement, on est un petit peu derrière, parce que c'est un peu plus facile, même si c'est pas facile, comme monsieur l'a très justement dit, mais c'est un petit peu plus facile de regarder ce qui se passe sur un client. Mais quand on parle de l'ensemble des parties prenantes et de ce que l'on mesure, c'est plus compliqué. Enfin, c'est plus compliqué. En tous les cas, c'est moins avancé, je devrais plutôt dire. C'est un petit peu moins avancé. Oui, parce que dans l'offre d'occurrence, il y a tout ça. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que d'un côté, on a l'impression que c'est simple et possible, et de l'autre côté, que c'est pas encore avancé et complexe. En fait, pour moi, les solutions existent. Ensuite, il y a un sujet de... clairement payer pour ces solutions, parce qu'elles sont de plus en plus sophistiquées. Et d'ailleurs, c'est juste une parenthèse, mais utile, sur le digital. En fait, quand le digital est arrivé, nous, on s'est dit chez Occurrence, super, le digital arrive avec une culture héroïste poussée à l'extrême, en disant, justement, vous me payez à la performance, au clic, au double clic, au vu, au remplissage de formulaires. Enfin, on s'est dit, c'est génial. Et d'ailleurs, le ROI, enfin, le digital est arrivé en ringardisant un peu les vieux outils, en disant, et toi, l'événementiel, on te paye comment? Et toi, les relations presse, on te paye comment? Donc il est arrivé, et le problème, moi, que je trouve aujourd'hui, là où j'ai un peu déchanté en matière héroïste sur le digital, c'est que justement, aujourd'hui, il est extrêmement simple de sortir je peux vous sortir en 2 secondes 3 tomes de données issues et gratuitement en plus, issues du digital, et pourtant, je n'aurai pas la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les likes, les shares, les tweets, les followers, etc., c'est ce qu'on me sort et que d'ailleurs souvent mes clients me demandent. Et moi, j'ai une expression, pour moi, c'est la forêt qui cache l'arbre.
C'est-à-dire je sors une forêt qui cache en fait l'arbre, à savoir la préférence de marque, les éléments profonds de transformation de l'individu. Et en plus, de surcroît, et ça c'est aussi un message un peu militant, quand je vois aujourd'hui le fake, c'est-à-dire le faux dans ces datas, d'accord, aujourd'hui acheter 1000 followers, ça vaut $70. Acheter des likes, des shares, des faux commentaires, le faux commentaire c'est $1 à Madagascar. Comscore, si vous voyez Comscore, c'est vraiment le leader mondial de la mesure d'audience du web, vient d'annoncer que pour eux, il y a 36% des flux web qui sont le flux de robots. D'accord ? Ils annonçaient 6% en 2011, 36% en 2014. C'est corroboré par l'IAB qui nous annonce 30 à 50% de trafic web issu de robots, donc faux. Encore une fois, et l'IAB dit qu'il y a 5 milliards de pertes pour les annonceurs. C'est-à-dire les annonceurs paieraient pour du trafic web de robots 5 milliards de trop par an. Juste pour revenir là-dessus, je suis 1000 fois d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'on a fait cette étude, nous, et c'est pas parce qu'on est en retard, ni que le corporate est en retard, c'est que précisément le digital a accéléré la mesure de quelquefois mécanique et quantitative de choses qui ne sont pas nécessairement justes. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est se poser sur... C'est pour ça qu'on est tous les trois, je crois, d'accord, et je pense que vous vivez ça tous les jours, et vous aussi, sur quels sont les effets que nous attendons. Et j'aime bien son idée de trio. Mais dans l'idée du trio de l'agence de l'annonceur et du mesureur, il faut impérativement que l'annonceur et que l'agence, même avant que le mesureur ne soit là, se pose la question de savoir quel est exactement l'effet que j'attends. Parce que c'est justement, ça fait progresser, ne serait-ce que ça ne fait progresser les stratégies. Et je pense que quelquefois, parce qu'on est à la recherche du chiffre, on se trompe sur l'effet que nous attendons. Donc nous, l'étude qu'on a faite, c'est justement pour essayer de se dire, posons-nous sur les réels effets que nous attendons et posons bien ces questions-là pour éviter de se retrouver derrière à courir après à des outils de mesure qui n'ont finalement pas de sens. Quitte à bousculer certaines habitudes, Quitte à bousculer. Vous voulez réagir, monsieur Salerno? Pendant ce temps-là, je vais dans la salle pour prendre une question. Non, je partage tout à fait. Ce que je voulais dire par rapport aux clients, j'ai cité le mot client, mais je parlais aussi d'usagers éventuellement, donc c'est la même chose. Ce qui est important, c'est de fixer les objectifs, parce que, in fine, quand on fait de la communication presse, des relations pub presse, etc., c'est pour quoi faire? C'est pour lancer un nouveau produit, c'est pour qu'on en parle, c'est pour que, etc. Et in fine, c'est pourquoi? C'est pour que les clients achètent. Donc je pense qu'il faut quand même voir quels sont les objectifs finaux. Sur le marketing social, alors s'il s'agit effectivement de campagnes de sécurité routière, etc., c'est la même chose. Quels sont les objectifs finaux, ou finales, si on veut parler, voilà. Donc je pense que tout est lié, mais ça dépend effectivement du niveau auquel on se situe. Désolé, je suis en marketing. Une question pour réenchanter Assaël Adari, qui a été rincé avec ses espoirs de ROI dans le digital. Mais du coup, on recommence les mêmes erreurs, alors. On a beaucoup plus de données, mais on n'est toujours pas à la vérité. C'est ça, c'est plus sournois, parce qu'en fait, on a beaucoup plus de données. C'est-à-dire qu'on pense qu'on a la vérité, alors qu'en fait, on a le vernis de la vérité. Il y a un auteur qui a effectivement... qui met tout le monde d'accord, plutôt que de parler de ROI, de Return on Investment, il faut parler de Return on Marketing Objective. ROMO et non ROMI. Ouais. Et là, partant de là, si vous voulez, on a une ouverture qui permet d'aller plus loin. Alors sur le coût aussi, j'avais encore une petite question sur le coût. 5%, ça veut dire que c'est un marché colossal pour Occurrence alors. Oui, c'est tout à fait. Franchement, dans les budgets qui sont consacrés aux actions de communication tous azimuts, oui. ça représente des sommes. Où on va aller chercher cet argent? Aujourd'hui, en France, il s'investit par an, c'est une source IREP France Pub, il s'investit 30 milliards, c'est le chiffre officiel, 30 milliards d'euros entre le média et le hors-média. C'est le chiffre officiel, 30 milliards d'euros, donc la pub et tout ce qui est hors pub, marketing direct, promotion, relations publiques, mécénat, etc. Donc dans 5 ans, vous faites 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça devrait être ça, puisqu'on existe depuis 20 ans. Mais donc, ce qui veut bien dire que, surtout qu'en France, il y a très peu d'acteurs qui sont des mesureurs de la com pure et dure, 100% dédiés. Aux États-Unis, en Angleterre, il y en a plein, parce qu'on a une culture du KPI, du ROI, du dashboard, du tableau de bord beaucoup plus développé. Dans les pays aussi, en Allemagne, il y a pas mal d'acteurs qui font ce métier-là. Mais dans les pays latins, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Cette notion de mesure de la com. Alors, je vois plus les hashtags.
Est-ce que vous voyez que vous arrivez à lire sur les écrans? Une question, un témoignage autre, une dissonance de votre part, n'hésitez pas. La presse aurait-elle une mauvaise com? Et pourquoi mesurer la com? Juste pour répondre à cette question-là, moi, c'est une question que je pense existentielle. Ce qui ne se mesure pas n'existe pas. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas mesuré, vous commencez à devenir translucide pour les dirigeants. Et une fonction qui ne serait plus, non pas, enfin, qui ne serait pas démontrée à quoi elle sert, est vouée à être en voie de disparition. Et quand je dis ça, il y a des grandes organisations aujourd'hui qui réfléchissent à des maquettages de l'organisation sans direction de la com corporate. C'est-à-dire un marcom, une communication sous le marketing. J'entends moi tous les jours des patrons dire tiens, je vais mettre la com interne sous les RH parce que les RH c'est sérieux. Mais où est-on quoi? Enfin, vous n'êtes pas des troubadours, on n'est pas des saltimbanques, d'accord? Donc oui, la com, mesurer la com, ça sert à ce qu'il y ait encore de la com corporate demain. Et mesurer la com, c'est aussi une façon d'éviter qu'elle soit mesurée sur de fausses valeurs. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que on a beau faire ce métier depuis longtemps, on garde encore. Moi, j'ai des clients qui me demandent, j'ai comme brief, on va faire du buzz. Désolé, c'est pas un brief, faire du buzz. On veut provoquer quoi, on veut faire quoi, etc. Et si on est honnête, comme on est entre gens honnêtes, si on est honnête, on vit ça encore, quelle que soit notre expérience, encore régulièrement. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, on ne se pose pas suffisamment la question, qui est une question fondamentale. Qu'est-ce que j'attends exactement de telle ou telle action ou de telle ou telle stratégie de communication? Et du coup, si je sais ce que j'attends, je sais selon quels critères je vais juger ce que je fais. Et je pense que la question du critère selon lequel je veux juger ce que je fabrique est absolument essentielle. Après, on le met en pratique ou pas. Donc, pour Asaël, il vaut mieux le mettre en pratique, pour moi aussi. Mais en tous les cas, la question du critère selon lequel je veux que nous jugions ce que nous fabriquons est absolument essentielle pour avoir des stratégies de communication efficaces, tout simplement. Je vous donne un exemple juste. Il y a peut-être des gens du monde public dans la salle, enfin d'institutions publiques. Moi, je travaille pas mal avec l'univers public. Il y a une instance qui mesure beaucoup la com du service, on va dire du service public ou des institutions publiques, c'est la Cour des comptes. Et la Cour des comptes, quand elle a envie, elle est un peu en mal d'un dossier sympa et de médiatisation, elle va se faire une direction de la com. Vous voyez, et elle sait que là, elle va rentrer avec un double décimètre en quoi ça se mesure en euros, point barre. Et elle va dire, par exemple, un séminaire pour les managers à 1 200 € par jour, c'est pas bien. Ça se trouve, c'est la meilleure des actions de com interne que cette structure ait jamais faite. Mais elle a un double décimètre en euros, point. Et elle va dire, j'ai vu ça aussi chez un de mes clients, qui avait fourni à tout un niveau managérial des tablettes, enfin des iPads, etc., pour avoir un canal de communication interne directe. Elle a dit, ça, c'est pas bien. Mais d'où c'est pas bien? Ça se trouve, c'est formidablement efficace. Simplement, qu'est-ce que la direction de la com a donné comme objectivation de la performance en regard des euros? Si j'ai rien à donner, eh ben, je n'ai qu'un double décimètre en euros et on me dit c'est trop cher. Bonjour, Arnaud Delannoy, je suis responsable communication du groupe SIA qui est un bailleur social. Donc mon service, c'est une fonction support dans l'entreprise. Donc je pense qu'au-delà de comment je fixe mes indicateurs, etc., je pense qu'en amont, il faut se poser la question avec qui, pour quel objectif je les fixe. Parce qu'une fonction support, elle a des clients internes. Et là se pose la question de quelle position et quelle place a un service communication dans une entreprise, une institution, etc., pour ne pas avoir à démontrer sa légitimité, mais à la construire, co-construire avec ses clients internes et une vision partagée et validée avec les dirigeants. La notion du trio vertueux que vous évoquiez tout à l'heure, pour moi, elle doit d'abord, enfin, quand on est un service internalisé, etc., elle doit d'abord aussi exister en amont au sein même de l'organisation. Les RH vont avoir certains critères qui leur sont propres pour dire cette action de communication où on va réfléchir ensemble à une action de communication qui va me permettre de faire en sorte que mes managers soient de bons relais et bien compris, etc. Ça, c'est qu'une étape en plus. Après, c'est les équipes, etc. Donc, je pense que la communication doit aussi
travailler aussi sa posture, son écoute en tant que consultant et aussi savoir se remettre en question. C'est-à-dire qu'on peut avoir une idée un peu reçue de quel type d'indicateur pour suivre une tendance, etc., ou pour suivre des tendances du marketing, etc., même si là, finalement, on retrouve un peu des mêmes codes. J'ai des clients internes qui ont eux des publics avec des effets attendus. Et donc, je pense que c'est comme ça aussi en amont que la communication, elle va être pertinente et apporter une vraie valeur ajoutée. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on se pose des questions sur le ROI après, ça vient après, c'est l'évaluation ex ante. Tout à fait. On remonte. Je suis évidemment d'accord avec vous. Enfin, c'est-à-dire que d'abord, la question de la fonction support, et quand on parle d'objectifs de la com, c'est bien des objectifs au service de la vision. Et parfois même je pense qu'Elisabeth a le cas, souvent, quand on commence à discuter d'objectifs avec la fonction com, on nous dit, en fait, il n'y a tellement pas de vision, il n'y a tellement pas de projet dans ma structure que je serais bien en peine de définir, moi, des objectifs support au service d'eux. Et là où je vous rejoins aussi, c'est qu'il y a l'enjeu de l'évaluation, c'est reprendre la main sur les arbitrages, reprendre la main sur l'allocation du budget com. Et moi, mon petit gimmick, je dis assez souvent, c'est est-ce que vous voulez de l'arbitraire ou de l'arbitrage ? Si vous voulez de l'arbitraire, restez dans la subjectivité. Vous aurez, et ce sera celui qui parle le plus fort et le plus vite qui aura raison. Si vous voulez de l'arbitrage, alors il faut éduquer aussi vos dirigeants à arbitrer. Et pour arbitrer, il faut qu'ils aient un peu de data pour arbitrer. Sinon, ils vont être dans l'arbitrage et ils vont dire c'est beau, c'est pas beau, j'aime pas, ma fille de 14 ans pourrait faire une plus belle identité que ça. Enfin, et on est dans l'arbitrage. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a souvent effectivement davantage dans les entreprises, petites ou grandes. La direction du marketing s'est équipée un peu plus rapidement que la direction de la communication corporate. C'est pour ça qu'on a fait cette étude une fois de plus. Et qu'effectivement, comme langage et comme dialogue à avoir à l'intérieur de l'entreprise pour une direction de la communication corporate, d'avoir un langage de ROI, mais ROI en fonction de ses objectifs, de ses publics qui ne sont pas que clients, c'est absolument essentiel pour effectivement avoir une communauté de langage. Une communauté de langage, pas avec les mêmes mesures, pas avec les mêmes critères, mais une communauté de langage quand même. Dernière question, et puis vous conclurez là-dessus si vous voulez bien. Comme on est parti de la légitimité des directions de communication qui pourraient se retrouver, qui pourraient être aidées par le ROI, moi je voudrais savoir si vous avez un curseur à placer, parce qu'on sait qu'évaluer à tout va aussi, dans certains secteurs, ça a conduit à des inepties. Où on en est sur ce curseur, et est-ce qu'il n'y a pas une fuite en avant pour la légitimité, que vous avez peut-être vécu ça au marketing aussi. Si on veut absolument donner aux dirigeants, dire moi je suis légitime, je t'apporte des chiffres, mais de toute façon on ne peut jamais aller jusqu'à la vérité objective et absolue, puisqu'il y a d'autres facteurs influents. Donc est-ce qu'on n'a pas une fuite en avant, et voilà. Peut-être d'abord à Sahel et puis... Tout à fait. Moi, je ne suis pas ayatollah de la mesure, loin de là. D'ailleurs, j'ai un petit mot pour ça. C'est qu'aujourd'hui, on est vraiment entré dans cette logique donc cette injonction à la performance. Tout doit se mesurer, le bonheur, le machin. Enfin, tout est mesurable, tout doit avoir des KPI, des trucs, etc. C'est ce que je résume comme une maladie, une nouvelle maladie qui serait la cantophrénie. Et la frénésie de la mesure, une sorte de trouble obsessionnel, cantophrénie, voilà. Le trouble obsessionnel compulsif à l'échelle des organisations. C'est-à-dire dès qu'on est 4 dans une salle, il faut qu'il y ait un formulaire, il faut qu'il y ait un questionnaire. Enfin, voilà. Les systèmes ISO ont été très bénéfiques, mais aussi ont amené cette cantophrénie. Le digital amène cette cantophrénie, c'est-à-dire que d'un seul coup, encore une fois, le big data, c'est exactement cette logique-là. Est-ce qu'on veut du big ou est-ce qu'on veut du smart data? Est-ce qu'on n'est pas plutôt sur une logique de choix et de tri, de hiérarchisation, priorisation? Donc en effet, l'enjeu n'est pas de tout mesurer. En revanche, d'être capable de prioriser, hiérarchiser, par exemple, je vais commencer par mesurer les plus gros budgets, parce que c'est ceux-là qui sont dans l'œil ce sont ces plus gros budgets en com qui sont dans l'œil du cyclone qu'un DAF, un contrôleur de gestion ou un directeur des achats va scruter. C'est cela qu'il faut absolument solidifier, justifier. Donc d'abord les gros budgets, ensuite les budgets les plus symboliques ou les plus statutaires, les plus politiques. Et le reste, on n'est pas obligé de tout mesurer. L'enjeu n'est pas justement quand on commence à passer plus de temps à mesurer qu'à faire, là il faut commencer à s'inquiéter et à les consulter, parce que ça devient pathologique. Donc on fait la liste par l'ordre décroissant de budget, on prend les plus gros, on prend les plus importants, les plus symboliques, les plus questionnés, les plus anciens aussi, parce que qui dit mesurer dit aussi oser tuer des choses. Quand je dis réallouer
réarbitrer ses budgets, ça veut dire oser arrêter certaines choses inefficaces pour réallouer à des choses efficaces. Ok. Je pense que... Est-ce que ça suffira pour relégitimer pour réenchanter certaines directions de com auprès de leur direction? Non, mais je pense que mesurer n'est pas... Enfin, on fait une équation qui ne me semble pas nécessairement fermée. C'est que la mesure n'est pas nécessairement un chiffre. La mesure, c'est d'abord une réflexion sur ce qu'on cherche à créer et à provoquer. Et une fois de plus, je pense que se questionner sur ce sur quoi je suis jugé améliore par ailleurs dont parlait monsieur tout à l'heure. Le travail en amont, c'est-à-dire vous travaillez mieux avec votre partenaire si vous vous posez la question de savoir ce que vous voulez fabriquer ensemble, vous communiquez mieux en interne et vous avez une meilleure relation avec votre président et votre directeur général parce que vous êtes en train de vous poser la question de ce que vous voulez fabriquer. Mais moi, je pense que la mesure n'est pas nécessairement un chiffre. Monsieur l'a dit d'ailleurs, il y a des tas de choses sur le comportement qui ne sont pas de l'ordre du chiffre. Mais de l'ordre. C'est pour ça que nous, on a beaucoup insisté, on a vu comme début de critère l'advocacy, qui est en fait la capacité à parler de l'autre. Le fait d'avoir la voiture sur le parking, je ne sais plus lequel des deux a parlé de ça, c'est toi. C'est de l'advocacy. Le fait que les clients parlent de vous-même, c'est de l'advocacy. Bon. Et l'advocacy, c'est pas nécessairement un chiffre. Voilà, je pense qu'il faut aussi faire attention. Alors évidemment, là, on est sur le ROI, on se dit il faut forcément un chiffre. Voilà, mesure et chiffres, oui, mais pas que. Monsieur Salerno, pour vous, il n'y a pas de problème dans le marketing? On remet moins en cause les budgets marketing que... Il y a énormément de problèmes par rapport au budget, comme partout. Mais, non, mais je pense que fondamentalement, c'est un peu historique, quoi. À un moment, l'entreprise ou l'organisation était dominée par la production. Bon, après, aujourd'hui, c'est la finance quand même, quoi. Donc, ce qui est important, c'est que les gens puissent, enfin les différentes fonctions, puissent parler le même langage. Donc, moi, je me dis à un moment, il faut créer un certain nombre de standards qui permettent à des financiers, à des gens de marketing, à des gens de com corporate, de penser et de discuter de la même chose. Donc, partant de là, quand on aura créé les standards, et on y va, c'est un peu ce qui s'est passé sur la qualité, le mouvement qualité à un moment. Et aujourd'hui, on est vers ça. Donc, je ne dis pas que tout doit être mesuré, tout est mesurable et tout est lié au chiffre d'affaires et aux retombées. Ce n'est pas le problème. De toute façon, ça dépend du terme auquel on se situe. Mais fondamentalement, je pense que pendant trop longtemps, et c'est risqué pour le marketing et c'est risqué pour la com, on a été, depuis quelques années quand même, en dehors de la table des décideurs, quoi, hein. Je voyais la table tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, pour retrouver, si vous voulez, un pouvoir, entre guillemets, un pouvoir de persuasion, de négociation, il faut parler le langage de ceux avec qui on discute. Donc les financiers ne comprennent que le return on investment. Vous ne pouvez pas leur parler même d'advocacy, enfin je veux dire, voilà. Par contre, voilà. Donc je pense qu'on est vraiment sur cette nécessité aujourd'hui de trouver un langage commun. Alors peut-être que le digital le permet, parce que là, il y a effectivement une technologie qui doit aller vers une certaine congruence des vocabulaires, de la sémantique, etc. Mais voilà. Je pense beaucoup à ça. Non, moi je pense aussi, vous voyez, pour éviter, parce que là je me colle une image de Romy, mais ce n'est pas le problème. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire aussi en sémantique. Et on fait trop peu de choses en sémantique. Alors, c'est pas appelé sémantique, c'est appelé autre chose. Je ne veux pas entrer dans le détail, mais il y a vraiment des choses à faire là pour voir au niveau du contenu, voilà, des copies stratégies, de tout ce qu'on veut. Il faut aller beaucoup plus loin qu'avant parce qu'on a beaucoup plus de connaissances qu'avant. Voilà. Là aussi, il y a aussi une harmonisation à faire. Je vois que monsieur vous posait une question. Oui, bien sûr. Mais on fait monsieur disait que c'était un habillage sémantique aussi. Oui. Non, mais on fait beaucoup un piège sémantique. Beaucoup de branding en marketing sur les outils. Hein. Oui, ça nous revient. On est 10h30 plus. Je vous propose de cesser. On se disait avec les intervenants, comme sur un indicateur de ROI pour vous, puisque votre présence ici est gratuite, sur le bénéfice divisé par le coût de votre présence, ça tend vers l'infini, j'ai l'impression, puisque comme le dénominateur vaut 0, dans mes cours de maths, le ratio tend vers l'infini. Donc j'espère que vous avez des effets infinis de l'atelier, de la conférence pour vous aujourd'hui, puisque c'était gratuit. Merci à nos intervenants qui, eux, ont dépensé de l'énergie et du temps pour venir. Et donc vous savez que le programme se poursuit pour réinventer la com toute la journée, des ateliers, 3 sur le marketing, sur la communication. Et puis, vous avez aussi
des synthèses, une plénière ce soir sur les marques, et vous avez des synthèses instantanées, c'est-à-dire que sur le web, et puis je crois qu'il y a des copies papier qui vont circuler, puisqu'on a une équipe qui s'occupe de diffuser instantanément l'ensemble des contenus qui sont délivrés là, sous vos yeux. Donc on sort les synthèses au fil de l'eau dans la journée. Vous les avez sur le web et puis certainement sur des copies papier. Voilà, à bientôt.